Cette petite fleur s'appelle une perce-neige. Et elle mérite bien son nom parce qu'elle est capable de pousser à travers la neige sans se geler les feuilles. D'ailleurs, plusieurs plantes, comme la soldanelle, sont des plantes chauffantes. Le jour, elles accumulent la chaleur du soleil et ensuite elles la restituent pour faire fondre la neige autour d'elle. Cette petite perce-neige, c'est déjà l'occasion d'observer toute la logique d'une plante. Elle est dirigée vers le bas et ça, c'est pas un hasard. C'est destiné à protéger le précieux pollen de la neige et de la pluie. Les pétales, eux, ils sont très odoriférants. C'est la partie la plus odoriférante de la plante. Et ça, ce serait destiné à diriger les insectes pollinisateurs vers la corolle pour féconder la fleur. Parce que des insectes, il y en a déjà. En plein hiver, on peut donc percevoir les signes du printemps qui va naître bientôt. Avec l'arrivée de la chaleur, petit à petit, les humains vont enlever leurs vêtements d'hiver. Les arbres, au contraire, vont s'habiller de feuilles. Au cours du printemps, les migrateurs vont arriver, les uns après les autres. La vie va exploser de parfums, de chants et de couleurs. Pour la plupart des animaux, le printemps, c'est d'abord la saison des amours. Dès le mois de février, on peut remarquer ces dispositifs bizarres le long des routes. Ce sont des machines à faire traverser les crapauds. Et si vous regardez bien d'ailleurs, il y a toujours une mare de l'autre côté. C'est normal, parce qu'au sortir de l'hibernation, les crapauds n'ont qu'une idée en tête, rejoindre le plus vite possible la mare de leur enfance pour se reproduire. Ça se passe la nuit parce que les crapauds sont nocturnes. Les mâles sont plus nombreux que les femelles et ils sont beaucoup plus petits. Ils ont déjà l'instinct de reproduction. Ils s'agrippent à tout ce qui bouge. Alors ça peut être la botte du naturaliste, son doigt, ou même dans l'eau le museau d'une carpe. De temps en temps, il s'agrippe à un autre mâle. Alors celui-là, dans ces cas-là, il fait un petit cri plaintif de désapprobation. C'est très rigolo à entendre. Et s'il a de la chance, il tombe sur une grosse femelle, il l'agrippe et il sert de sac à dos. Donc il part sur ses lieux de reproduction accrochés à la femelle. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de routes sur le chemin des crapauds. Et c'est l'hécatombe. Ils se font écraser par centaines. Et c'est pour ça que des protecteurs de la nature, des bénévoles, installent ce genre de dispositif. La méthode est simple. Une bâche infranchissable pour les crapauds, parce qu'ils ne sautent pas très bien, et un seau dans lequel ils tombent. Et tous les matins, les bénévoles vont chercher ces crapauds et les relâchent de l'autre côté sur leur site de reproduction. Et quand la reproduction est finie, ils font la même chose, ils font traverser les crapauds dans l'autre sens. Ça peut prendre des mois. Inutile de dire qu'ils ont besoin d'un coup de main. Alors si vous voulez vous rendre utile, eh bien contactez-les. Et c'est parti! Voici un bouquin complètement excité. Le bouquin, c'est le lièvre mâle. Et celui-ci vient juste de repérer le délicieux parfum d'une femelle. Ça le rend fou d'amour. Il aimerait tant rencontrer la belle qui a laissé ces odeurs si attirantes. Chez les lièvres, les femelles sont rares et elles sont harcelées par les mâles qui peuvent les poursuivre pendant des jours. Les amours sont souvent violentes.
Quand les lièvres se boxent, on dit qu'ils bouquinent. Pourquoi ce terme de bouquin? À cause des touffes de poils que les lièvres s'arrachent pendant leurs amours et que l'on retrouve dans les champs. Autrefois, on appelait ces poils petits boucs, qui a donné bouquin. Au moindre rayon de soleil, les premiers insectes bourdonnent autour des chatons des saules. Une aubaine, ces chatons, et un véritable restaurant pour ces bestioles à une époque où les fleurs sont encore rares. Ici, c'est un bombil qui vole sur place. Le bombil ressemble à un bourdon parce qu'il porte de la fourrure. Mais en fait, c'est une mouche, munie d'une très longue trompe dont il se sert comme d'une paille. Autour des chatons, on voit aussi des papillons et d'authentiques bourdons. Oh là, il y en a partout. Parmi les premiers insectes à apparaître au sortir de l'hiver, il y a les bourdons. Pas frileux les bourdons. Normal, ils ont une fourrure, une vraie polaire qui leur permet de vivre jusqu'en Laponie. Et chez nous, on les voit butiner les chatons des saules. Mais il y a un truc bizarre. Tous ces bourdons sont énormes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ce sont tous des femelles fécondées de futures reines. La vie des bourdons est assez courte. Au printemps, les femelles apparaissent, prêtes à fonder une colonie, comme celle-ci. Elles vont chercher un abri sous terre, généralement un terrier de mulots abandonné. Là, elles vont pondre leurs premiers œufs, et exactement comme les poules, elles vont les couver. Les premières ouvrières vont les aider à nourrir les larves. Et en été, tout ça va bourdonner de 100 à 500 individus suivant les espèces. Et en automne, presque tout le monde mourra. Tous les mâles mourront, toutes les ouvrières mourront. Leur durée de vie, à eux, n'est que de quelques mois. En revanche, les femelles fécondées, elles, vont survivre à l'hiver. Elles vont s'enterrer, hiberner et réapparaître au printemps. Et le cycle recommencera. Au mois de mars, ne manquez pas le rendez-vous avec les grèbes huppées. Ces oiseaux élégants sont communs partout, même dans les étangs près des villes. Leur parade nuptiale est un grand spectacle. Le mâle et la femelle dansent l'un en face de l'autre et quelquefois même se font des cadeaux de noces, des bouquets de plantes aquatiques cueillis pendant un plongeon. Mais au fait, à quoi servent les parades nuptiales? Eh bien, tout d'abord, ce sont des gestes d'apaisement qui habituent les deux animaux l'un à l'autre. Ces gestes sont très spéciaux, propres à chaque espèce et permettent aux partenaires de s'identifier, un petit peu comme des mots de passe. Enfin, les parades nuptiales synchronisent les fonctions biologiques des animaux, de façon à ce qu'ils parviennent en même temps au moment de l'accouplement. Voici un paysage typique des couleurs du printemps. En haut, c'est encore l'hiver. En bas, c'est déjà vert. Et entre les deux, fleurissent les plantes qui ont besoin de lumière. C'est l'époque des jolies fleurs de sous-bois. Mais pourquoi est-ce qu'on rencontre des tapis jaunes de ficaire, blancs d'anémone ou encore bleus de jacinthe sauvage? Eh bien tout simplement parce que ces fleurs se dépêchent de pousser avant que les feuilles des arbres leur cachent le soleil. Pour elles, être belles, c'est une urgence.
ces fleurs sont des orchidées sauvages. Mais oui, des orchidées poussent spontanément dans nos régions. Et leurs feuilles bizarrement tachetées nous donneraient presque l'impression d'être dans la jungle. D'ailleurs, ces feuilles, je les avais déjà repérées sous la neige, parce que ces espèces sont les premières à apparaître au printemps, ce sont les plus précoces. Mais il y en a bien d'autres, et leur histoire avec les insectes est absolument passionnante. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. On peut dire qu'au début, le printemps connaît une période jaune. Il y a les crocus, les jonquilles et des arbustes, les forsythias, qui explosent de couleurs dans les jardins. Dans les sous-bois, on rencontre des ficaires, qu'on appelle aussi boutons d'or. Mais tout ça fleurit et meurt assez rapidement. La reine des fleurs jaunes, pour moi, c'est le pissenlit. Je ne comprends pas pourquoi certains persistent à dire que le pissenlit est une mauvaise herbe. Moi, j'en ai plein mon jardin. Cela ne me demande aucun entretien et, avouez-le, c'est quand même magnifique. Il faut dire quand même que le pissenlit est assez agressif. Ses feuilles produisent un gaz éthylène qui empêche les autres espèces de pousser. Autrement dit, le pissenlit sait se faire sa place au soleil. D'ailleurs, le soleil, il le suit tout au long de la journée. Le matin, il garde l'est et le soir, il est penché vers l'ouest. Il n'y a pas que les humains et les chevaux qui aiment les pissenlits. Penchez-vous un petit peu et regardez. Vous verrez peut-être des tout petits coléoptères brillants, les méliguettes. Vous pourrez aussi rencontrer des coléoptères un tout petit peu plus grands et beiges, les butyrus. Enfin, avec un petit peu de chance, vous rencontrerez peut-être une petite abeille solitaire endormie dans son pissenlit. Le pissenlit est un original. Il peut se reproduire sans les insectes pollinisateurs. Ses ovules peuvent se diviser seuls sans être fécondés par du pollen. Ils se clonent. Autrement dit, on peut considérer tout ce champ comme un ensemble de clones issus du même pissenlit. Ce beau papillon, c'est un citron. On l'appelle comme ça parce que le mâle est jaune, la femelle, elle, est blanc-verdâtre. Quand il est posé, le citron garde toujours les ailes jointes. Comme ça, il ressemble à une feuille. Et l'effet de camouflage est accentué parce que si vous regardez bien, ces nervures ont la forme des nervures des feuilles. C'est un des premiers à montrer le bout de ses ailes au printemps et même en hiver. Parce que contre le froid, c'est un costaud. Il fabrique lui-même un antigel à base d'alcool, d'albumine et de sels minéraux. On le voit bien au printemps, mais en été, il a trop chaud. Alors il disparaît et il réapparaît en automne. Au printemps, c'est l'époque des parades nuptiales. Le mâle repère la femelle à ses formes et à ses couleurs, mais il n'est pas très au point. On l'a vu draguer des bouts de plastique qui virevoltaient au vent. Petit à petit, les fleurs vont grimper aux arbres, enfin presque. Celles du sous-bois se sont exprimées. Vient ensuite le tour des fleurs, des haies et des arbustes. Puis celles des arbres les plus hauts, qui, elles aussi, vont se dépêcher de fleurir avant que les feuilles ne leur cachent la lumière du soleil. Ces jolies fleurs blanches, ce sont des stellaires. On les appelle comme ça parce qu'elles ont une forme d'étoile. Et ces grosses mouches noires, maladroites, balourdes qui volent autour de moi, figurez-vous que c'est mon animal fétiche, c'est la mouche de la Saint-Marc. Elle vole très mal, jambes pendantes.
Et on ne la voit que quelques jours seulement dans l'année, autour du 25 avril justement, autour de la Saint-Marc. Et si on la regarde bien, on peut distinguer les filles des garçons. Les femelles ont de petits yeux, alors que les mâles, eux, ont de gros yeux qui leur couvrent la tête comme un casque intégral. Justement, ils doivent repérer les filles à la vue. La vie de la mouche de la Saint-Marc est assez brève. Adultes, elles sortent à peu près toutes de terre en même temps, c'est pour ça qu'on en voit des nuées. Un petit accouplement dos à dos, la femelle pond au sol et tout le monde meurt. Les larves passeront l'hiver au sol, sous terre, et émergeront au printemps suivant. C'était la vie incroyable, mais vraie, de la mouche de la Saint-Marc. Oh, une mouche de la Saint-Marc qui s'est fait attraper par une araignée crabe. Décidément, mon symbole, c'est pas le roi du vol. Ces insectes qui brillent au soleil comme des crocs mastiqués, ce sont des papillons de printemps, les adèles. En général, ils tourbillonnent autour des arbustes. Mais quand ils se posent, regardez bien leurs antennes. Elles sont démesurées. Quelle élégance! Ce joli petit coléoptère noir, c'est pas un bousier parce qu'il a des longues antennes. Il a une méthode tout à fait particulière de faire peur à ses ennemis. Il éjecte un liquide coloré. Tiens, justement, il l'a fait, ça marche presque à tous les coups. Et devinez comment on l'appelle, le chrysomèle crache-sang. Tiens, au-dessus de cette fenêtre, des nids d'hirondelles. Et plus précisément, des nids d'hirondelles de fenêtre, évidemment. Alors en automne, elles sont parties migrer vers le sud. Elles ont passé l'hiver bien au chaud en Afrique. Et si ça se trouve, en ce moment même, elles sont en train de traverser le grand désert du Sahara. Les hirondelles sont très fidèles au lieu où elles se sont reproduites l'année précédente. Et je parierais que, allez, d'ici 15 jours, ici, ça va gazouiller. Ce troglodyte chante à plein poumon. Il est tout petit, mais il se fait entendre à 1 kilomètre. Le rouge-gorge, lui, a vu ses testicules gonfler de 200 à 300 fois depuis l'hiver. C'est dire s'il est prêt à la saison de reproduction. Le chant des mâles prévient les autres mâles de ne pas pénétrer leur territoire. Il sert aussi à attirer les femelles. Des dizaines d'oiseaux différents chantent en même temps et pourtant, chacun reconnaît parfaitement ceux de son espèce. Le chant d'un oiseau, c'est sa carte d'identité. Le chant du bruant zizi, par exemple, est différent de celui de son cousin, le bruant proyer. Lui-même bien différent du bruant jaune. Pour le promeneur, il est bien difficile de distinguer tous ces chants. Pourtant, un petit oiseau, discret, mais commun partout dans nos campagnes, vocalise d'une manière très facile à reconnaître. Les Anglais l'appellent Chiff Chaff, un nom qui rappelle bien son chant. Pour nous, il s'appelle le pouillot véloce. Dressez l'oreille et vous apprendrez vite à l'identifier.
En ce moment, tous les oiseaux sont très occupés. La saison de la reproduction est aussi une période stressante où il faut se battre, conquérir, séduire, puis préparer la venue des poussins. La construction du nid est instinctive. Personne n'a appris à ces volatiles la bonne méthode. Chaque espèce a la sienne. Les pies ont choisi l'emplacement de leur nid dès le mois de février. Elles y ont entrepris la construction d'un véritable palace de brindilles, une boule pouvant atteindre 1 mètre de diamètre, protégée par un dôme d'épines, souvent pourvu de 2 entrées, à l'intérieur capitonné d'herbes et de poils, tout confort. Le grand luxe, limite m'as-tu vu. Pour les finitions, les pies colmatent leur palace par de la boue isolante. Cette entreprise de bâtiment peut occuper nos 2 pies jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais rien n'est trop beau pour les petites choses qui vont naître. Sur terre comme sur l'eau, tout le monde travaille. Les foulques macroules non plus ne chôment pas. On les confond parfois avec les poules d'eau, mais elles s'en distinguent par leur front bien blanc. La construction de leur nid flottant, puis son entretien, occupe les foulques de février jusqu'en août. C'est généralement le mâle qui va chercher les matériaux de construction à quelques mètres de là. La femelle, de son côté, s'attelle de préférence au finissage intérieur. Et elle continuera même pendant la couvaison. Si on se penche un peu, on s'aperçoit que la reproduction bat son plein aussi chez les tout petits. Tout le monde a droit à l'amour, même les insectes. Les cercopes, les petites coccinelles, les tipules, ces grands moustiques inoffensifs qu'on appelle quelquefois cousins, les charançons et tant d'autres dans le secret des herbes folles. Le printemps, c'est l'éveil de la vie. Ça pousse et ça change comme un enfant qui grandit. Chaque semaine, chaque jour même, on peut assister à une métamorphose. Cette aubépine, par exemple, en ce moment, elle est en pleine floraison. Elle peut attirer 150 espèces différentes d'insectes. Beaucoup vont la polliniser et bientôt, elle va donner des baies excellentes pour les oiseaux. L'aubépine, c'est donc un élément clé de nos écosystèmes. En plus, elle est belle et qu'est-ce qu'elle sent bon! Alors, si vous voulez planter une haie dans votre jardin, vous avez vu un campagnol? Ça, c'est pas une souris, on le reconnaît parce qu'il a les oreilles beaucoup plus courtes que les souris. Ça, c'est un petit animal en hiver qui fait des tunnels sous la neige. Mais là, il est bien à découvert. Il doit avoir très faim parce qu'il n'est pas farouche. Le campagnol est un animal très prolifique. En théorie, une femelle pourrait donner naissance à 500 petits en 15 mois. C'est donc la nourriture de base de tas de carnivores, comme la belette, le renard ou tous les rapaces. Et là, il est à l'abri. Hop. Il est disparu. Pour les animaux sauvages comme pour les animaux domestiques, le printemps est la saison des amours, de la reproduction et des naissances. La nature a quand même rudement bien prévu son coup parce que les bébés apparaissent au moment même où il fait le plus chaud et où la nourriture est abondante. Comme ça, ils auront tout l'été pour prendre des forces et affronter au mieux leur premier hiver. Et chez les petits mammifères, tout est échange d'odeurs avec la mer.
Dès la mise bas, elle le lèche et elle le renifle. Et même une maman humaine est capable de reconnaître partout son petit à l'odeur. Petit. Le mouton est un paisible herbivore, comme son ancêtre le mouflon. C'est donc une proie potentielle, il a gardé l'instinct de fuite devant le prédateur. Il est donc très trouillard. Mais c'est aussi un animal très curieux. La brebis qui vient de bêler, c'est la leaduse. Il y en a dans tous les troupeaux. Et c'est ce comportement qui a donné naissance au mouton de Panurge, parce qu'elle est toujours suivie. Quand elle dit qu'il faut y aller, tout le monde y va, et quand elle saute dans un ravin, eh ben, tout le monde saute. Oh, ah là là, il est parti dans le mauvais sens, ce petit agneau. Il a perdu sa mère et il a perdu ses repères. Il a toujours son cordon ombilical, il manque encore de métier. Ce petit animal a besoin d'aide. Opération sauvetage. Et maintenant, on va voir comment il va reconnaître sa maman. Allez, petit. Waouh! Vous avez vu, le petit s'est mis à bêler. Et c'est sa mère qui s'est tout de suite approchée. En fait, elle l'a d'abord reconnu au son de sa voix et ensuite à l'odeur. Et là, maintenant, il est parfaitement tranquille. Il est rassuré. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Découvre plutôt les arômes au fil des chemins. L'arôme, c'est la première verdure qui apparaît à la fin de l'hiver sur les litières de feuilles mortes. Il perce et il traverse les feuilles à la recherche du soleil avec une énergie qui ressemble à de la volonté. Quelquefois même, il se fait étrangler par les feuilles qu'il a perforées. Une fois à la lumière, il forme ce très élégant cornet que tout le monde connaît. Mais si on l'approche d'un petit peu plus près, on s'aperçoit vite que l'arôme sent très mauvais, l'urine et la charogne. L'arôme, quel arôme! Et dire que jadis, on offrait des bouquets d'arômes aux jeunes mariés. Et si cette plante sent si mauvais, c'est pour attirer les insectes, parce que c'est un diabolique piège à mouches. Cette tige brune s'appelle le spadis. C'est un véritable bâton d'encens. Comme il est plus chaud que l'air extérieur, ça lui permet de volatiliser ses mauvaises odeurs. C'est un diffuseur de parfums. Et le moucheron, par l'odeur alléchée, va vouloir se poser sur le cornet. C'est là qu'il va glisser et c'est le piège. Et comme on est curieux de nature, n'est-ce pas? On va regarder comment ça marche. Sous le spadis, on voit trois structures différentes. Ce sont trois sortes de fleurs. En haut, des fleurs stériles en forme de poils. Elles agissent exactement comme le tourniquet du métro. On peut passer dans un sens, mais pas dans l'autre. Le moucheron pourra rentrer, mais pas sortir. En tout cas, pas tout de suite. Au-dessous, aussi rouges que le spadis, ce sont des fleurs mâles. Elles vont imprégner le moucheron de pollen. Et enfin, tout à fait en bas, ce sont les fleurs femelles. Elles attendent d'être fécondées par le pollen d'un autre arôme. Le moucheron va rester environ 3 jours dans son piège, puis les poils du haut vont se ratatiner et il pourra se libérer. Résumé de l'aventure du moucheron. Premièrement, diffusion de délicieuses mauvaises odeurs. Ensuite, partie de toboggan infernal, tourniquet, douche de pollen obligatoire et 3 jours de prison ferme avant la liberté provisoire. Parce qu'il n'est pas malin le moucheron. Dès qu'il sera libre, il va foncer LBC vers un autre arôme. Et là, il va le fertiliser avec le pollen du premier arôme. Parce que c'est ça le but de l'opération. Fertiliser la plante parce qu'elle ne s'auto-féconde pas. Un arôme peut ainsi attirer de 20 à 30 moucherons dans la journée avec un record observé de 4000 bestioles. En général, ce sont des psychodas, des petites mouches aux ailes velues qui fréquentent les éviers et qui adorent les mauvaises odeurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que vous connaissez l'arôme sous une autre forme.
Plus tard, le cornet va faner. Les fleurs fécondées vont grossir, devenir vertes, puis rouges vifs, groupées en haut de la tige. Autrefois, on appelait ça le pain de vipère, parce qu'on était persuadé que les serpents se régalaient de ces fruits toxiques. En réalité, les serpents sont exclusivement carnivores. Il s'agit donc d'une belle légende qui hante encore les chemins de nos campagnes comme un fantôme du passé. Chez les lapins, c'est le printemps toute l'année. On peut les voir se poursuivre en n'importe quelle saison. Mais les parades, c'est plutôt en avril-mai. Et là, ils m'ont l'air passablement excités, ces petits lapins. Bon, il y en a qui sont en alerte, ça c'est normal. C'est l'avantage de vivre en groupe. Il y en a toujours un pour voir le danger. Et là, il y en a deux qui se reniflent. Ça, c'est probablement un mâle et une femelle. Parce que l'odeur a beaucoup d'importance dans les relations amoureuses des mammifères. Et chez le lapin, ça prend des aspects étonnants. Le mâle est capable d'asperger la femelle d'un jet d'urine à une distance de 1 mètre avec beaucoup de précision. Et ce pipi est une odeur aphrodisiaque qui rend la femelle amoureuse. On a fait une expérience avec des souris. On a imprégné une femelle avec un coton imprégné de l'urine d'un mâle, plusieurs fois par jour. Eh bien, au bout de 2 jours seulement, cette femelle était prête à l'accouplement, mais seulement avec le mâle en question. C'est dire l'importance des odeurs d'urine dans les rapports amoureux des mammifères. Ce sont de véritables billets doux d'amour. Bah tiens, justement, il y en a un qui se soulage là. Ah, ça a l'air de les concerner tous. Il y a une zone là-bas qui doit être imprégnée d'odeurs. Ça les excite. La rivalité, hein. Ah, mais si je vois bien, il y en a un qui est parfaitement immobile. Là, je vois juste son œil. Ça, c'est la posture typique de la femelle prête à l'accouplement. Ah ben voilà, lui, il a compris. Voilà, c'est allé vite, hein. Chez le lapin, c'est de 10 à 30 secondes. C'est ça qui lui a fait sa réputation. Mais en fait, il n'est pas plus rapide que n'importe quel autre animal. Simplement, l'accouplement rend les animaux très vulnérables aux prédateurs. Donc ils n'ont pas intérêt à traîner. Dans la nature, il n'y a pas de fioriture. Il y en a qui font leur toilette. Ah, il y en a un qui secoue les papates là. Ça, c'est la rosée. Ils aiment vraiment pas se mouiller. C'est mignon cet animal. Et ça continue de se poursuivre, de se renifler. C'est le printemps.
gros rongeur n'est pas un castor, c'est un ragondin. Il nous vient d'Amérique du Sud et il supporte mal les hivers rigoureux. En revanche, au printemps et en été, il se gave d'herbes tendres. Et celui-là, il est quand même pas très farouche. Il est un petit peu comme l'hippopotame ou comme la grenouille. Tous ses organes d'essence sont en hauteur. Il est adapté à la vie aquatique. Même les mamelles de la femelle sont accrochées assez haut dans le dos pour permettre au petit de s'accrocher aux mamelles tout en nageant. Il emprunte sa coulée. C'est son autoroute. Nous sommes en train d'assister à la naissance d'une libellule adulte. La larve est sortie de l'eau et cette libellule est sortie de son ancienne peau qu'on appelle exuvie. Et là, ses ailes sont encore toutes mouillées, toutes fripées. C'est pour ça qu'elle reste au soleil avant de prendre son premier envol. Elle n'est pas encore tout à fait reconnaissable, mais je pense que c'est une libellule déprimée. On ne l'appelle pas déprimée parce qu'elle a le moral à plat, non. C'est son corps qui est aplati. Sauf justement pendant la métamorphose. Elle gonfle son abdomen au maximum avant de sortir, comme pour défroisser sa future robe. Tiens, des libellules qui s'accouplent, des agrillons. C'est ce qu'on appelle le plus souvent des demoiselles. Vous avez peut-être remarqué, pour s'aimer, les libellules jouent les jolis cœurs. C'est le Kama Sutra des demoiselles. Pour s'accoupler, le mâle agrippe très fermement la femelle avec une pince qu'il a au bout du corps. Et elle est obligée de se replier pour rejoindre son organe sexuel. C'est compliqué, mais ça s'explique. En fait, le sexe des insectes agit un petit peu comme une clé et une serrure. Seuls deux individus de la même espèce peuvent s'accoupler. Comme ça, il n'y a pas de malentendu et il n'y a pas d'hybridation. L'amour fait chanter les grenouilles. Les mâles gonflent leurs sacs vocaux comme des bulles de chewing-gum. C'est leur manière à eux de draguer les filles. Ils sont un peu comme les crapauds, un poil primaire. Ces amphibiens sautent sur tout ce qui bouge, même des poissons ou encore des nains de jardin. Souvent, ils tentent d'agripper un autre mâle, et là, ça se passe mal. Parce que malgré les apparences, ces animaux défendent un territoire individuel. Mais il est tout petit, et l'on peut compter jusqu'à une dizaine de chanteurs sur un seul mètre carré. En Chine, on a massacré les grenouilles pour manger leurs cuisses, tant et si bien qu'elles ont quasi disparu. Résultat, les moustiques se sont mis à pulluler. Les amphibiens sont donc des animaux très utiles et ils sont protégés par la loi. Et oui, il est interdit de se débarrasser des grenouilles qui coassent joyeusement dans la mare d'à côté. Mais est-ce que ces petites bêtes sont vraiment plus gênantes que les tondeuses à gazon, les tronçonneuses et les voitures qui vrombissent toute l'année à nos fenêtres? Là où les grenouilles chantent, elles nous signalent que la nature est encore saine, riche et préservée. Et qu'est-ce que je vous disais? Ça gazouille du côté des hirondelles de fenêtre. En fait, ce que je vous disais pas, c'est que j'étais inquiet. Parce que ces oiseaux-là, comme les moineaux, comme plein d'autres oiseaux que l'on croit communs, sont en train de disparaître. 84% des populations d'hirondelles de fenêtre ont disparu en 10 ans. Les pesticides qui empoisonnent les insectes dont se nourrissent les hirondelles sont une des grandes causes de raréfaction de ces oiseaux. Mais là, nos hirondelles sont revenues fidèles au rendez-vous, symbole du printemps.
Parce que si une hirondelle ne fait pas le printemps, alors qu'est-ce qu'elle fait ? Dans ce nichoir, il y a de jeunes mésanges bleus affamés. Et à chaque fois qu'un adulte arrive pour les nourrir, il pousse un petit cri d'avertissement à l'autre. Parce qu'ici, les allers-retours, ça y va, hein, presque toutes les minutes, ce qui nous donne quelques 40 becquets à l'heure. Chaque adulte élimine à peu près 300 chenilles par jour. Et on a calculé qu'un couple de mésanges qui niche comme ça et qui donne la becquée pouvait protéger 40 arbres fruitiers. Et on parle encore d'un appétit d'oiseau. Mais quand on nourrit comme ça, il faut s'attendre à quelques conséquences. Et de temps en temps, on voit un adulte qui sort avec une grosse boule blanche dans le bec. C'est une des fientes des petits. Parce que non seulement il faut nettoyer le nid, mais en plus, il faut surtout éviter de laisser toute trace vis-à-vis des prédateurs. Il y a des animaux comme les tritons qui sont quasiment impossibles à voir. Quand il fait froid, ils hibernent et le reste du temps, ils vivent sous des pierres ou des souches. En plus, ils sont nocturnes. Mais heureusement, au printemps, ils doivent rejoindre l'eau des mares pour s'accoupler et pour pondre, tout comme les crapauds, les grenouilles et beaucoup d'insectes. Visitez donc les mares au printemps, vous serez étonné par les animaux bizarres que vous allez y rencontrer. Il faut fouiller un petit peu. Tiens, un triton. Et ça, c'est un triton palmé, parce qu'il a des petites papalmes au bout des pattes arrière. C'est un mâle en nuptial. Alors on dirait un lézard, comme ça, un reptile, mais c'est un amphibien, comme les grenouilles et les crapauds. Ça vient du grec amphis double et bios vie. Ils ont une double vie, à la fois aquatique et terrestre. Au début de leur vie, ce sont des larves qui ont des branchies qui respirent l'eau. Et là, c'est un bel adulte capable de respirer l'air. On va le laisser tranquille. Et on va repartir à la pêche. Allez, bonhomme. Une nouvelle capture. Oh, ça c'est du petit. À mon avis, ça c'est une larve de salamandre. Elle a encore ses branchies, donc je vais la mettre dans l'eau. Voilà. Alors la salamandre, elle ne pond pas. Elle donne directement naissance à des petits dans l'eau. Ce qu'il y a de curieux pour un amphibien, c'est que l'adulte pourrait se noyer dans un endroit où il y a trop de courant. Mais adulte, c'est vraiment un animal magnifique, jaune et noir. C'est un animal forestier qu'on voit surtout la nuit. Et voilà le bébé, avec déjà ses 4 petites pattes et encore ses branchies. On va la libérer elle aussi. On va repartir à la recherche d'autres amphibiens. Ah, voilà un bel animal. C'est un triton alpestre, un beau mâle.
Il a mis son costume de noces, il s'est habillé en orange. Magnifique. Allez. Allez petit, la liberté. S'il y a plein de tritons ici, c'est aussi parce qu'il y a des herbes. Parce que les femelles pondent plusieurs centaines d'œufs qu'elles déposent un par un sur les herbes que quelquefois elles replient avec leurs pattes arrière. Ça leur demande au moins 15 jours de travail, quelquefois plus d'1 mois. Et en principe, justement, on devrait en voir sur ces herbes. Là, il y en a un sur cette feuille. Un œuf de triton. C'est pas gros, hein? Bon, eh bien, on va chercher dans d'autres mares parce que chacune recèle des trésors très différents. Oh, elle est bien différente de l'autre, cette mare. Elle grouille de têtards. Et ils sont bien noirs. À mon avis, ce sont de futurs crapauds. Vous vous souvenez les parents qui se sont accouplés en février? Eh bien, voilà les bébés. Les crapauds pondent des milliers d'œufs, jusqu'à 6000, c'est la loi du gâchis. La plupart vont se faire dévorer. Et peut-être que 2 seulement vont arriver à l'âge adulte. Parce que qui dit tétard dit prédateur. Bienvenue chez les aliens. Voici la notonecte glauque. C'est un drôle d'insecte qui nage toujours sur le dos. Et pour respirer, il a une couche d'air autour du corps. C'est pour ça qu'il a l'air brillant. Et d'ailleurs, il a du mal à s'enfoncer. Il monte comme un petit bouchon. Il a des pattes en forme de rame, mais c'est un insecte qui est capable de voler. Et lui, il se nourrit surtout à la surface. Des mouches qui tombent sur l'eau, des choses comme ça. Ça, c'est un insecte qui pique, alors je vais me méfier. Quand on parle d'aliens, voici une neppe ou scorpion d'eau. En fait, c'est une punaise aquatique. Et on l'appelle scorpion parce qu'elle a des longues pinces qui peuvent attraper les têtards, justement. Alors elle, ce qu'elle a de curieux, c'est le tube qu'elle a à l'arrière. Et c'est un tube de respiration, c'est une sorte de tuba. De plus en plus bizarre. Ça, c'est une ranâtre, une autre punaise d'eau. Là aussi, on voit des pinces et un long tube de respiration à l'arrière. Mais au fait, comment est-ce que tous ces insectes arrivent dans les mares? Eh bien, tout simplement en volant. La notonecte, la neppe et même la ranâtre, qui ressemble à un bout de bois, sont capables de voler. Mais seulement, ils ne volent que la nuit et ça, on ne le voit pas. La chose étrange, accrochée à cette ranâtre, est une hydre d'eau douce, un animal proche des méduses et des anémones de mer. Rivée à son support, l'hydre attend, tentacules déployés, le passage d'une petite proie. Au moindre contact, elle la capturera pour l'avaler. À la surface de l'eau, on peut observer des animaux plus gros et inattendus ici. De véritables araignées vivent sur les mares, marchent sur l'eau et pêchent. Certaines sont même capables d'attraper des petits poissons. Il ne faut pas confondre les vraies araignées, comme celle-ci, avec les gyris, qu'on appelle à tort araignées d'eau alors que ce sont des insectes. On observe couramment des gyris en train de patiner sur l'eau. Ici, c'est un accouplement, mais on voit parfois le mâle se laisser transporter, à d'autres femelles s'il vous plaît, et pendant des journées entières. Drôle de bête là.
c'est une larve de libellule. Ça ressemble pas du tout à l'adulte, hein. Ça, c'est sa partie aquatique. Et c'est une larve prête à se métamorphoser parce qu'elle a déjà des petites ailes. Alors les larves de libellule, ça ne pense qu'à manger. Ça attrape tout ce qui bouge. Allez. On va faire une petite expérience. On va prendre une petite brindille. Et on va l'agiter. Et paf! Alors c'est là qu'on voit ces mâchoires redoutables. Ah, et bien ça grippe. Les mâchoires de la libellule, c'est extraordinaire. C'est une espèce de levier qu'elle a sous le menton. En fait, c'est sa lèvre inférieure qui est en plusieurs parties articulées. Ce qui lui permet de harponner les têtards ou les proies vivantes qui sont loin d'elle. Ah, ça marche même avec le bâton. Dans le rôle du prédateur, la larve de libellule. Et dans le rôle de la proie, le têtard. Leur destin commun, c'est de devenir un jour un animal très différent. Un jour, le têtard, lui aussi, aura une vie aérienne. Et il se nourrira peut-être bien de libellules, comme une vengeance à venir. Mais en attendant, il est bien vulnérable, le têtard. Il n'a pas encore de pattes, et il n'est pas assez méfiant. Au fond des mares, les lois de la nature sont les mêmes que dans les jungles. Quelques carnivores doivent éliminer d'autres animaux, sans quoi ces derniers pulluleraient. La vie ne serait pas possible autrement. La larve monstrueuse sortira de l'eau, se métamorphosera et deviendra un bel insecte. Moralité, s'il n'y avait plus de mares, plus de vases et plus de monstres aquatiques, il n'y aurait pas non plus de gracieuses libellules volantes. Oh là là, ils sont bien développés nos pissenlits. Alors je ne sais pas s'ils sont clonés ou reproduits autrement, mais en tout cas, ils ont bien fructifié. Et les petites graines, bientôt, au bout de leur parachute, vont flotter au gré du vent. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est ce que deviennent ces petites graines. En général, elles ne vont pas très loin, mais les botanistes ont calculé que 1% de ces graines arrivaient à 10 km de leur base de lancement. À tous ces stades de développement, le pissenlit est bon à manger. Ces graines sont très appréciées par des oiseaux granivores, évidemment, comme le chardonneret. Ah, ce que c'est beau les chansons d'amour. Celle-ci, c'est celle du grillon des champs. Il est là, à l'entrée de son terrier, qui fait peut-être 20 à 50 cm et dans lequel il se sent en sécurité. Les petits grillons des champs apparaissent au printemps et ils sont adultes vers avril-mai et c'est là qu'ils poussent leur cri-cri d'amour. En été, tous les adultes mourront, mais les petits vont hiverner et vont réapparaître au printemps. Et les mâles vont réutiliser les terriers de leurs ancêtres. C'est bien fait, non ?
La famille Foulques s'est agrandie. Il y a même 2 générations de petits différentes. Alors au début de leur vie, les bébés Foulques ont la tête bien rouge. Ça, c'est un stimulus visuel pour inciter les parents à les nourrir. Mais en fait, des stimulus, il n'y en a pas vraiment besoin. Parce que chez les Foulques, comme chez les poules d'eau d'ailleurs, l'instinct parental est très très fort. Alors les parents nourrissent leurs petits, ça c'est normal, mais quelquefois on voit les petits qui se nourrissent les uns les autres. Quand il y a 2 couvées, les aînés nourrissent leurs petits, et quelquefois ils se nourrissent les uns les autres. Et on a même vu chez des bébés poules d'eau, des petits qui nourrissaient leurs parents. Et là, ceux qui demandent la béquée, c'est un peu des ados, ils sont grands, hein. Ils pourraient se nourrir tout seuls, mais bon, ils traînent un peu chez papa-maman, quoi. Ils demandent encore. On a vu naître la libellule déprimée, maintenant elle est devenue grande, elle s'est accouplée en vol. Chez elle, ça dure pas très longtemps. Et maintenant, la femelle pond. Elle donne des petits coups d'abdomen comme ça dans l'eau, elle dépose ses œufs un à un. Elle est orangée dorée, alors que le mâle, lui, est bleu. Et avec l'âge, il prend une espèce de couche cireuse qu'on appelle la pruine, parce que ça ressemble à la couche qui recouvre les prunes. En fait, ça annonce son état civil, s'il est mûr sexuellement, s'il s'est déjà reproduit ou non. En fait, la libellule déprimée annonce la couleur. Les grèbes huppées, comme les Foulques, ont eux aussi leurs ados, et ils en ont même plein le dos. Quand les poussins étaient petits, ils grimpaient sur le dos de leurs parents. Ça les mettait à l'abri des prédateurs venus des profondeurs. En effet, un gros brochet peut facilement avaler un petit poussin. Mais aujourd'hui, les bébés grèbes ont grandi. Ils sont en âge de nager quand même. Mais non, ils continueraient bien de prendre le taxi. Pas moyen de s'en débarrasser. Un peu collants ces ados. Cette belle fleur s'appelle l'orchis pourpre. C'est une orchidée. S'il vous plaît, ne cueillez pas ces fleurs. Toutes les orchidées sont rares, protégées, et en plus, elles ont une histoire absolument passionnante avec les insectes. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous avais parlé d'orchidées tout à fait particulières. Eh bien, en voici une. Regardez-la de près. Quand passe un rayon de soleil, on voit briller 2 petits points, comme 2 petits yeux. Et juste au-dessus, 2 filaments qui ressemblent à des antennes. Et en bas, on voit 2 ailes. Eh bien oui, cette fleur d'orchidée imite un insecte. Et plus précisément, la femelle d'un insecte. Et non seulement elle imite l'apparence, c'est-à-dire la forme et les couleurs de la femelle, mais elle imite aussi sa consistance légèrement velue et son parfum.
Pour le mâle de passage, le leurre est irrésistible. Il voudra absolument s'accoupler avec cette femelle. L'histoire est classique, il va être déçu et il va aller voir ailleurs. Mais ce coup-là, il sera complètement imprégné de pollen fertilisateur. Et d'orchidée en orchidée, il va les féconder. Alors celle-ci, c'est l'Ophrys mouche, qui est censée imiter une espèce particulière de mouche. Mais il en existe bien d'autres, comme l'Ophrys abeille, l'Ophrys bourdon, etc., qui toutes sont censées imiter une espèce particulière d'insecte. Il existe même un orchiste bouffon. Mais alors là, je ne sais pas qui ça imite. Un insecte qui butine une fleur, ça a l'air banal comme ça, mais c'est le résultat d'une évolution peaufinée depuis plus de 100 millions d'années. Voici plus de 100 millions d'années que ces plantes et ces animaux évoluent ensemble. À tel point qu'aujourd'hui, la plupart ne pourraient plus se passer les uns des autres. Les plantes, incapables de se déplacer, demandent aux insectes de les féconder. En échange de cette opération vitale, elles leur offrent du pollen ou du nectar sucré, véritable carburant nécessaire aux insectes pour qu'ils assurent le transport. Sans insectes, pas de fleurs, pas de fruits et pas de légumes. Mais tout n'est jamais complètement rose. Certains insectes mangent les fleurs sans rien leur apporter. Et parmi eux, il y a de véritables gloutons. Heureusement, l'équilibre de la nature, ça veut dire quelque chose. Parmi toutes ces bestioles se cachent les inévitables prédateurs qui, à leur tour, avaleront les gloutons et qui limiteront les dégâts. Voici un phénomène très intéressant que tout le monde peut rencontrer en bord de chemin au printemps. Un crachat de coucou. En fait, l'oiseau n'est pour rien dans cette ténébreuse affaire. C'est la larve d'un petit insecte, la cicadelle, une cousine de la cigale, qui a produit cette écume. Un petit peu comme le puceron, elle suce beaucoup de sève et elle en rejette beaucoup. En quelque sorte, elle bat son urine en neige. Dans quel but? Simplement de se protéger avec ses bulles tout autour d'elle. Tiens, je vois sa petite tête. On va essayer de voir ses petits yeux. Voilà, voilà. Voilà, elle est bien protégée, hein, c'est malin. Qui irait la chercher ici? Alors ça, c'est une petite espèce. Tiens, j'en vois une autre aussi. Sous cette marguerite, il y en a pas mal ici. Une autre espèce, l'Afrophore des saules, produit tellement d'urine moussante qu'il en dégouline depuis les arbres. Mais alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça crachat de coucou? Tout simplement parce que ces écumes apparaissent pendant que le coucou chante. Le coucou, tout le monde connaît son chant et tout le monde le reconnaît. Mais pour le voir, c'est une autre histoire. Il est très discret. Mais quand il se pose, il a une allure très caractéristique, un petit peu voûtée, avec les ailes comme ça, qui pendouillent. Et en plus, s'il fait coucou, là vous êtes sûr, c'est un coucou à tous les coups. Dans les haies, les fleurs d'églantier sont parmi les plus belles du printemps. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les ancêtres de nos roses domestiques. Elles ont un petit côté sauvage en plus. Et si on regarde bien à l'intérieur, il y a plein d'insectes à observer. Le problème avec les mammifères, c'est qu'ils sont généralement nocturnes et farouches.
Et en dehors du lapin qui se montre le jour, il y a un petit rongeur que tout le monde peut voir, même le jour, et que tout le monde connaît. C'est l'écureuil. Au mois de janvier, on peut voir les écureuils se poursuivre parce que pour eux, c'est déjà la période des amours. L'écureuil a deux cousins tout aussi agiles que lui, mais qui eux ne se montrent qu'au printemps parce que ce sont d'infatigables dormeurs. Ils ont passé tout l'hiver en hibernation, en pleine léthargie. Ce sont le blaireau et le loir. Le blaireau, c'est le plus petit des trois. Il a des grands postérieurs qui vont lui permettre de sauter, un peu comme un kangourou, des pattes avant assez agiles, des grandes oreilles de nocturne, parce qu'il a besoin de bien entendre dans la nuit, des gros yeux aussi qui lui permettent de bien voir. Ce qui caractérise aussi le blaireau par rapport à ses deux cousins arboricoles, c'est sa queue assez fine. Voilà le blaireau. Entre les deux, plus grand que le blaireau mais plus petit que l'écureuil, le loir. Alors lui aussi, il a un arrière bien puissant. Son nom latin c'est glisse-glisse. Et c'est vrai qu'il glisse facilement. Il est très souple. Comme le blaireau, des belles griffes pour s'accrocher aux arbres. Et aussi, évidemment, une belle queue en panache. Un peu comme l'écureuil, mais grise. Voilà. Petite moustache, les vibrisses tactiles, qui lui servent un petit peu de bâton d'aveugle, comme les chats, comme beaucoup d'animaux qui se déplacent dans la nuit. Maintenant l'écureuil. C'est le plus grand de tous. Ah, ses oreilles elles sont rondes, un petit peu comme des oreilles de rat. Parce qu'il n'y a plus ces petits plumeaux là qu'il y avait pendant l'hiver. Il a de ces belles moustaches. Voilà. Et surtout, il y a cette grande queue en panache qui a fait sa réputation. Des petits doigts très agiles. Alors lui aussi, il a des vrais piolets au bout des doigts, des beaux ongles bien griffus. Et ça lui permet de descendre des troncs la tête en bas. Alors, un petit peu de couleur. Le blaireau, il est assez fauve. Donc il mange beaucoup de végétaux, des fruits, mais il peut très bien piller des nids, manger des œufs ou des oisillons. En fait, il est quasiment... Tous les trois d'ailleurs sont quasiment omnivores, on peut dire ça. En fait, ce qui caractérise le blaireau, c'est son masque. Il a un très très joli masque noir, qui sont quand même des organes très très sensibles en cas de bagarre. Ça, c'est très fréquent chez d'autres mammifères, comme le raton laveur, ça c'est très connu, le blaireau, mais aussi chez des reptiles, chez des poissons. Le loir, il est plutôt gris. Et il dort plus de 6 mois dans l'année. Les Anglais l'appellent Fat Dormouse, qui veut dire gros dormeur. Et les Allemands, eux, ils l'appellent Siebenschläfer, celui qui dort 7 mois. Il passe son hiver en léthargie. Et l'été, il dort toute la journée. On comprend sa réputation. Mais du coup, il fait du gras. Et les Romains, eux, ils l'élevaient dans des pots. Ils l'engraissaient. Ils le dégustaient rôti. Ils sont fous, ces Romains. C'est tellement mignon. L'écureuil maintenant. Lui, c'est Monsieur Roux. Il a une queue très très touffue, même en été quand même. Hein. Et cette queue, elle lui sert à des tas de choses. De balancier, quand il saute de branche en branche. Elle lui sert même de parachute quand il plane. Elle lui sert de parapluie quand il fait pas beau. D'ombrelle quand il fait trop chaud. Et même de sémaphore, il l'agite pour s'exprimer. Quand il est inquiet, il l'agite beaucoup. Il fait une espèce de cri d'alarme qui ressemble à...
comme ça. Si vous faites ça à un écureuil, il comprendra tout de suite qu'il y a du danger, vous ne le verrez plus. L'écureuil, c'est le roi du camouflage. Il se met toujours du côté du tronc où vous n'êtes pas. Alors un bon petit conseil, pour observer un écureuil, vous déposez un vêtement sur une branche et vous tournez autour. Il pensera que le vêtement c'est vous et peut-être que vous aurez une chance de l'observer. Alors ces trois rongeurs, le blaireau, le loir et l'écureuil, sont assez farouches mais quand même. Ils ne craignent pas le voisinage de l'homme puisque le blaireau et le loir peuvent très bien hiverner dans un grenier. Et si vous êtes très doux avec eux, vous pouvez quasiment les apprivoiser. Alors si vous rencontrez celui-ci, avec son petit masque, tout mignon, sa longue queue assez fine, avec un petit panache noir au bout, ça c'est le blaireau. Si vous rencontrez un animal un peu plus épais, très gris, avec une belle fourrure soyeuse quand même, ça c'est le loir. Et si jamais vous rencontrez celui-ci, tout roux, celui-là vous le connaissez, c'est l'écureuil, je ne vous fais pas le dessin. Tiens, une mouche scorpion. Ah ça c'est un phénomène la mouche scorpion. En fait, c'est ni une mouche ni un scorpion. On l'appelle aussi panorpe. Mais la queue du mâle se termine par une grosse pince qui lui a donné son nom de mouche scorpion. Cette pince est complètement inoffensive pour l'homme. En revanche, c'est un organe copulateur. Il lui sert à maintenir sa femelle pendant l'accouplement parce que la femelle est très agressive, très bagarreuse. Et pendant l'accouplement, il lui crache des jets de salive qui coagulent, qui font une sorte de nourriture qui va la distraire. Et il va lui cracher comme ça des petits bonbons pendant tout l'accouplement. Comme ça, il est tranquille. La mouche scorpion a aussi une autre particularité. Elle visite les toiles des araignées pour leur voler leur reste de nourriture. Et même quelquefois, elle leur arrache leur proie. La plupart des chenilles éclosent au printemps. Et ça fait bien l'affaire d'oiseaux comme les mésanges qui s'en nourrissent et qui en nourrissent leurs petits. Cette petite chose rampante a donc beaucoup d'importance dans le cycle alimentaire des animaux et dans l'équilibre général de la nature. On s'en est aperçu récemment avec les conséquences du réchauffement climatique sur la chenille de la phalène brumeuse. Depuis une trentaine d'années, la phalène brumeuse éclot avec 3 semaines d'avance sur le calendrier. Or, cette chenille se nourrit principalement de feuilles de chêne. Et les feuilles de chêne, elles ne sont pas encore là, elles n'ont pas suivi le même décalage. Donc, les chenilles de la phalène brumeuse meurent de faim. Conséquence, les mésanges qui nichent autour des chênes n'ont plus de chenilles à donner à manger à leurs petits, donc elles ratent leur couvée. Autre conséquence, sur un autre oiseau, un rapace forestier, l'épervier d'Europe. Lui, il se nourrit en partie de mésanges, mais comme il y a moins de chenilles, donc moins de mésanges, il y a moins d'éperviers. C'est dire l'importance des chenilles dans l'équilibre général des écosystèmes. Cette chenille est une future vanesse, la belle dame. Elle aime bien ce qui pique puisqu'en général on la trouve sur les orties et sur les chardons. Et plus tard, elle sera un beau papillon avec 6 pattes. Parce que tous les insectes ont 6 pattes. Mais alors comment ça se fait? La chenille, ça a bien plus de 6 pattes? En fait, non. Si on regarde bien, les 3 premières, qui ont des petites griffes, sont les vraies pattes. Elles lui servent à attraper sa nourriture, parce qu'une chenille, c'est sacrément vorace. Et les autres, en fait, ce sont des fausses pattes qui servent à la locomotion. Et si cette belle chenille ne se fait pas manger par une mésange, son aventure est loin d'être terminée. Pendant toute sa vie,
la chenille a grossi. Quand elle est arrivée à sa taille maximale, gonflée de réserve, elle arrête de se nourrir et cherche un endroit tranquille pour se métamorphoser. Elle s'accroche par l'arrière, au moyen d'un petit coussinet qu'elle a fabriqué avec de la soie, et se suspend, tête en bas. Puis, tout doucement, la chenille s'immobilise. Et c'est là que le miracle commence. C'est la formation de la chrysalide. Bien qu'elle ait l'air immobile, la chrysalide cache une activité intense. Elle respire. Certains tissus de la larve se liquéfient pour alimenter les nouveaux organes. Les vraies pattes de l'ancienne chenille s'allongent et se transforment. En quelques jours, des ailes apparaissent. Le papillon adulte est déjà formé, prêt à éclore. Le papillon est né. Il absorbe de l'herbe pour gonfler son corps. Il s'extirpe de son enveloppe. Ses pattes fonctionnent déjà, mais pas ses ailes, encore toutes fripées, qui paraissent ridiculement petites. Le sang de l'insecte va bientôt circuler dans les ailes et les déployer. Ses pattes, l'animal les avait déjà à l'état de chenille. Elles se sont juste transformées. Sa longue langue, entourée comme de la réglisse, se détend, bientôt apte à butiner. Ses yeux étranges redécouvrent le monde. Avant de prendre son envol, le papillon va expulser un liquide rougeâtre par l'anus, le méconium, constitué des débris accumulés dans son tube digestif pendant la métamorphose. Dans les régions où de nombreux papillons émergent en même temps, cela a donné les fameuses légendes des pluies de sang. Pour la première fois de son existence, l'insecte a un sexe. Il est mâle ou femelle. Il va accomplir sa grande mission biologique, se reproduire et transmettre la vie. À la fin du printemps, les bébés animaux ont bien grandi. Beaucoup ont encore leur costume de jeunesse, comme ce petit poulain de Camargue. Presque tous sont déjà en âge de courir, de nager ou de voler. Certains vont rester en troupeau, en famille, d'autres vont se lancer dans l'aventure d'une vie solitaire. Plus tard, devenus adultes, ils perpétueront les gestes mêmes qui les ont fait naître. Et le cycle recommencera si seulement l'espèce humaine ne vient pas saccager l'ordre des choses. Le jeune coucou lui aussi a grandi, tellement qu'il déborde de son nid. Quand il ouvre le bec, il dévoile un gouffre bien rouge. Cette couleur stimule irrésistiblement ses parents adoptifs, presque obligés de le nourrir, comme fascinés. Tiens, du rouge, c'est nouveau. Cette petite hirondelle tombée du nid a été soignée et nourrie. Sa gorge n'a pas encore la couleur rouge de l'adulte. Bientôt, on l'espère, elle rejoindra ses sœurs et partira pour le grand voyage vers le sud. Et si tout va bien, plus tard, la petite hirondelle viendra nous annoncer le printemps nouveau, comme si c'était le premier. Après des périodes blanches, jaunes ou bleues, la nature prend les tons chauds de l'été. Les fraises ou les cerises sauvages sont très visibles dans la verdure. Leur couleur rouge attire les oiseaux qui vont les manger, transporter leurs graines et les replanter. Les fruits ont donc intérêt à être vus. En Russie, en Chine ou chez les Celtes, le même mot a souvent désigné à la fois le rouge et la beauté. Rouge, c'est encore la couleur du coquelicot.
petite fleur fragile qui ne vit qu'une journée, mais qui symbolise, à elle seule, toute la beauté du monde.